Bonjour, c'est Dimanche en politique. Cette semaine, c'est évidemment une spéciale réforme des retraites. 5 jours après une nouvelle mobilisation pour réclamer au gouvernement l'abandon de cette réforme. Vous le savez, 72% des Français n'en veulent pas. Alors le texte arrive demain devant l'Assemblée nationale. Les débats, c'est le moins qu'on puisse dire, promettent d'être houleux. Alors que peut et accepte de négocier le gouvernement? J'ai invité pour en parler Nicolas Sansu, député communiste du Cher. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher. Bonjour, messieurs, soyez les bienvenus. Et dans un instant également, nous serons avec Gilles Laurie, qui est secrétaire régional de la CFDT en Centre Val-de-Loire. On revient rapidement vers vous, monsieur Laurie. Alors justement, les syndicats souhaitent capitaliser sur le succès de la manifestation de mardi. Les cortèges se sont dispersés sur un air de rendez-vous la semaine prochaine. Donc, mardi 7 et samedi 11 février, 2 journées certainement clés, 2 dates qui ont d'ores et déjà été fixées. Qu'est-ce que ça vous inspire, 2 dates comme ça fixées sur le calendrier ? C'est montrer que la mobilisation continue, qu'elle se renforce journée après journée de manifestation et qu'en plus, en s'inscrivant dans la durée, on montre la volonté que cette réforme n'aille pas au bout et que le retrait soit prononcé le plus vite possible. Je pense que ça arrangera tout le monde. Ça vous a surpris du côté de la majorité présidentielle d'avoir d'ores et déjà 2 dates de prévues de manifestation ? Non, pas forcément. Ça montre bien qu'il y a énormément encore d'efforts de pédagogie à faire autour de cette réforme de retraite. C'est une première, hein, quelque part, fixer comme ça un agenda à 2 dates. Oui, alors, en effet, je pense qu'il faut tenir compte de ce mouvement populaire et des attentes. Maintenant, moi, il y a une dizaine d'années, à peu près, j'ai connu les grandes manifestations contre le mariage pour tous. Vous vous souvenez, il y avait 1,5 million de personnes en région parisienne. Si François Hollande avait reculé à ce moment-là, on n'aurait pas aujourd'hui le mariage pour tous. Expliquer, donc, la seule différence, si je peux me permettre, c'est que la population est très vent debout contre cette réforme. Elle ne l'était pas sur le mariage pour tous. Donc soyons clairs, ce n'est pas du tout la même chose. Gilles Laurie est en duplex avec nous. Bonjour Gilles Laurie, je rappelle que vous êtes secrétaire régional de la CFDT en Centre Val-de-Loire. Pourquoi d'ores et déjà 2 jours de manifestation? Est-ce que ça veut dire que vous... je ne sais pas, vous redoutez l'inflexibilité de ce gouvernement ? Bonjour, on a eu quand même 2 journées très importantes avec une mobilisation très forte, puisque des dires même du ministère de l'Intérieur, c'est les plus fortes mobilisations depuis plus de 30 ans. Pourquoi 2 dates la semaine prochaine ? Il aura échappé à personne que les débats au Parlement démarrent le 6, donc il était important de marquer cette ouverture des discussions parlementaires en montrant la détermination des salariés et plus largement de la population. Et puis aussi 2 dates parce que on a voulu privilégier à la fois un mouvement en semaine, le lendemain du débat parlementaire, et puis pour dire les choses clairement, le 7 février, on veut demander l'abrogation de l'article 7 de la loi qui pousse... Article 7 qui concerne le départ à 64 ans. Tout à fait. Et puis également le samedi, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont, pour des raisons diverses, pas la possibilité de manifester. Alors ça, c'est intéressant justement, monsieur Laurie, parce que c'est une des premières fois pour les manifestations telles que celle-ci qu'on va battre le pavé un samedi. On l'a déjà fait par le passé. Pas forcément pour les retraites, mais ça s'est déjà réalisé. Mais je crois que on voit bien qu'on a aujourd'hui 2 tiers de la population quand même qui sont opposés à cette réforme. Et d'ailleurs, je voudrais faire un trait d'humour. Je remercie le gouvernement d'expliquer régulièrement sa réforme, puisque plus il explique sa réforme, plus les gens sont opposés à celle-ci. Alors, monsieur Laurie, dites-moi, plus de manifestants dans les rues, selon les chiffres, et en revanche, moins de grévistes dans les entreprises. J'en veux pour preuve l'Éducation nationale, SNCF. Ça tient à quoi, ça, selon vous ? Je pense aussi, pour ceux qui ont été dans les cortèges de manifestants, on peut constater qu'il y avait aussi énormément de gens du secteur privé. Exact. On sait que habituellement, c'est comme ça. Les manifestations en général rassemblent plus facilement des agents du public.
Et là, très majoritairement, enfin notamment le 31, on a vu beaucoup de gens du privé qui étaient présents, qui ont bien compris que cette réforme s'adressait aussi à eux et qui sont mobilisés. Et d'ailleurs, des entreprises et des salariés qui sont, on peut le dire, qui se mobilisent assez rarement sur des manifestations syndicales. Les salariés également, on a vu, ça c'est suffisamment rare dans ce type de manifestation pour le souligner, des familles également, des parents avec des enfants qui étaient là. Restez avec nous quelques instants encore, Gilles Laury. On est obligé quand même, Christophe Marion, de constater que ce mouvement a pris quand même une vraie ampleur. Quelles sont les infos qui circulent en ce moment chez Renaissance? On y croit toujours à faire passer ce texte? J'ose espérer que oui, mais face à cette mobilisation, il doit quand même y avoir un petit peu de turbulence, non? Mais alors, pas forcément des turbulences. Sur la nécessité de faire évoluer le texte, je crois que tout le monde est d'accord. Et va s'ouvrir à partir de lundi le débat parlementaire qui va pouvoir nous permettre de déposer des amendements, et les députés de la majorité déposeront des amendements. Moi-même, j'en ai signé quelques-uns sur la retraite et sur la prise en compte des carrières de sapeurs-pompiers volontaires, par exemple, d'ouvrir une réflexion sur l'engagement des bénévoles associatifs, de voir de quelle manière cet engagement bénévole pourrait être pris en compte dans la retraite. Donc, il y a une volonté d'améliorer ce texte. Quand on parle de turbulence, Nicolas Sansu, j'imagine que vous buvez du petit lait, vous, quand vous voyez le gouvernement qui pousse dans les cordes. Je pense que le gouvernement, l'exécutif et les députés de la majorité présidentielle font une erreur. On ne fait pas une réforme contre son peuple. Ça ne marche pas. Alors après, on peut dire que c'est un problème de pédagogie. Vous savez, si c'est un problème de pédagogie, c'est soit que le professeur est mauvais, parce qu'il y en a 75% qui ne sont pas d'accord, soit que c'est que la matière ne donne pas la bonne solution. Moi, je suis persuadé qu'il faut faire évoluer les retraites dans notre pays. Il y a trop de petites retraites, il y a trop d'inégalités, femmes, hommes notamment. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va chercher les moyens ? Franchement, on n'est pas un pays en difficulté. Les patrimoines ont explosé ces 2 dernières années. Vous avez les 500 plus grandes fortunes en France qui ont cumulé 1000 milliards de patrimoine. Vous avez, on vient de voir la question des autoroutes, 55 milliards de rente indue pour les sociétés autoroutières. Je veux dire, il y a d'autres manières de prendre et de trouver les moyens de faire une réforme des retraites digne, respectable, sans aller chercher les 2 meilleures années de retraite pour nos anciens, c'est-à-dire les 62-64 ans, et sans aller mettre en difficulté le pays, parce qu'aujourd'hui, regardez, on a la vie chère, l'inflation qui 13% sur les produits de première nécessité, ce qui a été dit en un an. On a l'énergie qui va augmenter de 15%, là, qui a augmenté ces derniers jours de 15%. Et à côté de ça, on a les déserts médicaux pour lesquels on se bat avec Christophe Marion. Et en même temps, on va remettre un coup sur la tête aux gens sur la retraite. Ce n'est pas très raisonnable. Gilles Laury, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu les arguments de nos 2 invités en plateau. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Vous savez, la CFDT a toujours souhaité une réforme du système de retraite. On avait fait des propositions en son temps, et y compris dans la version précédente de la réforme. Le problème, c'est que là, on est sur une réforme qui est complètement injuste et qui va pénaliser le plus les catégories qui sont déjà très pénalisées, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont les métiers les plus pénibles, les femmes, tous ceux qui ont eu des accidents au cours de leur parcours professionnel. Et cette notion de l'âge, elle est terriblement injuste. Je vais vous poser une question, Gilles Laury, justement. Et puis après, on va poser cette question à nos invités plateau. Vous seriez pour le référendum? Je rappelle qu'il y a 69% des Français qui seraient en faveur de ce référendum. Un référendum, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de la nature de la question qu'on pose. On sait bien, mais je crois qu'il faut que le gouvernement écoute clairement ce que les manifestants disent et ce que la population dit. Je pense que les députés, Monsieur Marion également, quand il va dans sa circonscription, il rencontre des administrés qui lui disent un certain nombre de choses. Il faut écouter ça. Et je pense que le gouvernement s'est focalisé sur cette histoire d'âge comme unique solution à ce problème, à un problème de financement qui existe, mais qui n'est pas catastrophique. Quand on dit que le système est en faillite, c'est faux. Donc, on peut discuter. On va alors poser la question à nos invités plateau très rapidement, par oui, par non. Vous seriez pour un référendum, vous, sur la question? Alors, sauf un référendum qui, par exemple, poserait la question de savoir êtes-vous pour ou contre les régimes spéciaux? Alors, effectivement, tout dépend comment on pose la question, Nicolas Sansu. Ça vous demanderait le référendum? Moi, l'idée du référendum, c'est que ça permet un grand débat national. Et je crois que cette question,
elle aurait mérité un grand débat national. On ne peut pas passer par des façons de faire au Parlement qui limitent les pouvoirs du Parlement, qui limitent le temps de parole, et on devrait passer par un grand débat dans toute la nation, et après, actons-le par référendum ou actons-le par une loi, mais au moins qu'on règle cette question en mettant le peuple en avant. Merci infiniment Gilles Laury, secrétaire régional de la CFDT en Centre-Val de Loire, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné votre point de vue. Alors ce sera 64 ans et c'est pas négociable. Et finalement, est-ce que ça a été négociable un jour ? Vous savez, ceux qui disent que c'est jamais négociable, vous savez, il y en a beaucoup qui ont fini par abandonner leur réforme. Donc je pense que c'est pas très raisonnable de dire ça. Et en plus, ça ne fait que renforcer le mouvement contre cette réforme. Il y a des marges de manœuvre d'ailleurs encore pour ce gouvernement ? Ah mais moi j'en sais rien. Le gouvernement a des marges de manœuvre à partir du moment où il accepte de trouver d'autres sources de financement que le simple recul de l'âge de départ à la retraite. C'est tout simplement ça. Alors après, on peut avoir une analyse sur y a-t-il péril dans la demeure ? Personne aujourd'hui n'oserait dire qu'il y a péril dans la demeure. Le Conseil d'orientation des retraites a dit qu'il n'y avait pas de dynamique non maîtrisée des dépenses de retraite. Il n'y a pas de dynamique non maîtrisée, c'est tout simplement ça. Après, s'il faut trouver 8, 9, 10 milliards, franchement, sur 2500 à 3000 milliards de richesses créées, et avec les dividendes qui sont versés, avec les patrimoines qui explosent, je pense qu'on a d'autres moyens que de... Alors une marge de manœuvre profonde de sens, elle concerne les femmes, les femmes qui sont apparemment les grandes perdantes. Je voudrais juste quand même dire un mot sur ce qui vient d'être dit. 150 milliards de dettes cumulées dans les 10 prochaines années. Alors, je veux bien qu'on m'explique qu'il n'y a pas de dépenses qui explosent. Non, attendez, laissez-moi finir, Monsieur Sansu. Aujourd'hui, les dépenses sont maîtrisées, les recettes baissent. Ça veut dire 150 milliards de dépenses dans les 10 ans, de dépenses cumulées. Ensuite, votre prédécesseur, le précédent intervenant me disait finalement, on doit bien vous parler dans la rue. Qu'est-ce que me disent les gens dans la rue ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité. 55 ans et 9 mois, l'âge moyen de départ en retraite à la RATP. Dans le privé, c'est 63 ans et 4 mois. On est quasiment aux 64 ans. Nicolas ça, il faut travailler là-dessus. Oui, la réforme doit travailler là-dessus. La question, c'est qu'on peut toujours réfléchir à une réforme globale. Mais Monsieur Marion, il nous explique qu'il faut aller vers le moins 10 ans, ce qui va le moins bien. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas que les régimes pionniers, je les appelle pas régimes spéciaux, les régimes pionniers qui ont obtenu des conquis sociaux soient des modèles pour les autres. On explique que ça, on doit tous s'aligner en diminuant la qualité des prestations sociales. Ce n'est pas entendable. Moi, ce que me disent aussi les gens, c'est finalement vous chargez les travailleurs, mais il y a encore plein de gens aujourd'hui qui ne travaillent pas. Et ces gens-là, il faudrait les mettre au travail. C'est ce qu'on essaie de faire avec la réforme du RSA. Aujourd'hui, on a un chômage qui est le plus faible depuis quasiment 30 ans. Depuis 30 ans aujourd'hui. Les rentiers, c'est aussi les retraités, hein, figurez-vous, pour un certain nombre de cas. Donc aujourd'hui, on a une solution qu'on sort à peu près partout, c'est les super riches, les multinationales. C'est là où il faut aller chercher l'argent. Et c'est là où nous avons été chercher l'argent en poussant une imposition sur les multinationales de 15%. Mais c'est pas vrai. On a fait ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le capital n'est absolument pas taxé, notamment sur les cotisations sociales, comme l'est le travail. Les revenus du capital ne le sont pas. C'est un vrai sujet et ça permettrait de dégager suffisamment de ressources pour avoir une réforme des retraites qui soit équitable et qui n'oblige pas les gens à aller jusqu'à 64 ans. Tout à l'heure, il parlait du bénévolat. Vous savez que les premiers des bénévoles, ce sont les jeunes retraités. Et avec cette réforme, tout un tas d'associations, y compris des élus locaux, vont être mis en difficulté parce qu'ils ne vont plus être en retraite et en forme en retraite. En tout cas, 64 ans de non négociables, vous avez été sensible à ça. Cette semaine, il y a des voix qui se sont élevées contre le fait que les politiques devraient montrer l'exemple et s'appliquer même cette règle. On pense bien sûr aux députés et aux sénateurs. Vous êtes tous les deux députés. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression parfois que le politique se sent au-dessus de la mêlée en se présentant à des élections parfois à des âges très avancés? Vous, par exemple, Christophe Marion, vous n'êtes pas un âge très avancé. Non, mais laissez-moi finir ma question. Est-ce que vous vous appliquerez, si cette réforme passe, cet âge de départ à la retraite et que... Ah mais alors moi, ça ne me poserait absolument aucun souci. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous appliquez un âge limite à la fonction d'élu, vous ne trouverez plus un certain nombre de maires dans nos communes rurales. Aujourd'hui, la difficulté, c'est pas que les élus travaillent vieux, c'est qu'on a du mal à trouver des élus, notamment dans nos campagnes. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Nicolas?
la question des élus... Parce qu'elle revient en boucle, la question des élus aujourd'hui, c'est que l'Assemblée a un régime qui est quasiment aligné sur le régime général pour la retraite des députés, ce qui n'est pas le cas au Sénat. Oui. Alors vous avez les Républicains qui nous expliquent avec des pudeurs de gazelle qu'aujourd'hui, il faut mettre tout le monde, il faut taper sur la tête de tout le monde, mais pour les sénateurs, il ne faut pas. Donc ça, vous allez vous l'appliquer, vous, ce principe? Vous avez 55 ans, je crois. J'ai bientôt 55 ans. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que c'est un métier? C'est pas un métier d'être élu. Être élu, c'est une fonction, c'est une passion, et c'est les gens qui décident. Alors vous nous dites que la politique, c'est dur, ce qui est une réalité. Si les gens, alors, mais si vous travaillez beaucoup plus longtemps... L'objectif pour moi, c'est pas de dire je vais faire 5 ans, je vais faire 6 ans, j'en sais rien. Est-ce que les électeurs d'abord nous prêtent grâce? Donc c'est quand même la prochaine. Peut-être que c'est pas si pénible que ça de faire de la politique. Ah mais moi j'ai jamais dit que c'était pénible. Hein. Bon, allez, alors là, sortie de cette taquinerie, tous les métiers évidemment sont pas égaux justement face à la pénibilité. Regardez ce sujet qui évoque le quotidien d'un agent de la propreté urbaine, autrement dit un éboueur. Nous sommes à Châteaudun. C'est clair que ce garçon le comprend. Mais on le comprend, et d'ailleurs la pénibilité dans cette réforme, elle est prévue. Vous savez qu'il sera possible, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé à travailler, de partir à 58, 60, 62 ans ou 64 ans. Dans la réforme, il y a 4 Français sur 10 qui partiront avant l'âge légal de 64 ans. Donc, il y a un renforcement du compte. Et ça pose la question du maintien des seniors dans l'entreprise. Il y a quand même 4 critères de pénibilité qui ont été enlevés par M. Macron en 2017. Alors, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on nous explique que cette majorité présidentielle, le président de la République et ce gouvernement vont faire tout ce qu'il faut pour la pénibilité. C'est eux-mêmes qui les ont réduit en 2017. On renforce le compte professionnel de prévention. Il y a 60 000 personnes de plus qui vont pouvoir avoir accès à ce compte professionnel. Dans le même temps, dans cette réforme, vous savez qu'on diminue les cotisations pour les accidents de travail et la médecine préventive. Ce qui est quand même incroyable. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on explique que les salariés, on va les faire travailler plus longtemps, mais il y a besoin de moins de médecine préventive. On est complètement à contre-courant. Alors, vous allez le vivre, messieurs, à partir de demain. La majorité est en difficulté pour faire passer son texte et pour ne pas utiliser une 11e fois le 49.3, d'autant plus que 20 000 amendements ont été déposés, comme l'annonce Stéphanie Rist dans un tweet que vous allez voir s'afficher à l'écran, et majorité en difficulté car certains soutiens potentiels haussent le ton. Tiens, tout de suite, on va écouter, si vous le voulez bien, Richard Ramos, député MoDem du Loiret, Macron compatible, mais très réticent sur le dossier. Si cette loi, elle reste en l'état, je ne la voterai pas. Parce que les femmes qui ont déjà des carrières hachées, ce sera encore plus dur pour elles. Ce sera dur également parce que, imaginez quelqu'un dans le Loiret comme ailleurs, qui a travaillé toute sa vie, des dizaines d'années. On va leur dire quoi? On va leur dire, ils sont venus me dire quoi dans le Loiret? Ils sont venus me dire, il y a quelques semaines, vous nous avez enlevé 1 an de chômage. Et donc maintenant, vous nous allez retirer la retraite, donc tu vas me faire terminer au RSA. Venez voir les Français, venez voir les gens qui vous parlent, les gens qui sont dans leur chair parce qu'ils ont travaillé des années. Moi, je suis simplement le représentant du peuple français. Je suis pas le représentant du gouvernement. Ce sont les gens du Loiret qui m'ont élu, et tant que je pense que eux me demandent de lutter, je serai avec eux. Bon, Richard Ramos qui visiblement en a marre de se faire... engueulé, enguirlandé le dimanche matin. Je vous propose très très énervé, Richard Ramos. Je vous propose d'écouter un autre son, celui de Loïc Kervran, qui est député Horizon du Cher, que vous connaissez bien. Là, on est dans le camp présidentiel, mais lui non plus, il n'est pas d'accord avec ce texte. Je dirais qu'il y a 2 points, si vous me le permettez. Le premier, c'est la gestion des carrières longues et cette relation avec l'âge légal, parce que dans l'état actuel du texte, quelqu'un qui commencerait à travailler à 18 ans devrait cotiser et travailler 44 ans, alors que pour tous les autres, c'est 43 ans. C'est, à mon sens, inacceptable, parce que très souvent, quand on commence à travailler à 18 ans, on a un travail un petit peu moins bien payé, souvent plus dur. Et le deuxième point concerne la carrière des femmes, et notamment des femmes qui ont des enfants, puisqu'il y a un système aujourd'hui qui permet de donner jusqu'à 8 trimestres. Et avec cette instauration de l'âge légal, eh bien, on annule en quelque sorte les effets positifs de ces trimestres donnés aux femmes qui ont eu des enfants. Alors, quand je parle d'une semaine houleuse qui s'annonce, c'est un doux euphémisme, on peut dire ça comme ça. Puis j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'un nouveau 49.3, mais sachez que si vous l'avez aimé, ce 49.3, il y a également le spectre du 47.1 qui donne la possibilité de raccourcir les débats. Ça aussi, ça pourra arriver, ça.
Oui, bah c'est ce qui est annoncé, puisque en passant par le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, le gouvernement s'est donné cette arme du 47.1, c'est-à-dire 20 jours à l'Assemblée, 15 jours au Sénat et 15 jours pour tout terminer. Ça veut dire que il veut faire par ordonnance, puisqu'après, la possibilité est faite de légiférer par ordonnance. Donc c'est absolument un déni de démocratie. Il n'y avait pas d'obligation. Quand il y a ce 47.1, c'est pour qu'il y ait un budget de la sécurité sociale au 1er janvier. On comprend bien qu'il faut une deadline, dans ces cas-là, une fin. Mais là, sur les retraites, pourquoi ce n'est pas un projet de loi ordinaire ou un projet de loi organique, puisqu'on avait tout le temps de travailler tous ensemble. Christophe Marion, est-ce que la majorité se fissure? Alors, moi, mes très honorés collègues, je crois qu'ils ont un peu oublié pour qui ils avaient tracté, distribué des documents de campagne l'année dernière. Vous parlez de... Oui, je parle des collègues Kervran, de Ramos, qui viennent d'intervenir. Moi, j'ai distribué des documents pendant la campagne présidentielle qui disaient la retraite sera à 65 ans. On est à 64. Quand j'ai été candidat de la majorité présidentielle, je ne me suis pas caché derrière. Mais vous êtes d'ailleurs très courageux de venir sur un plateau de télé. C'est pas. Je crois que quand on est élu, il faut être courageux. Il y en a qui déclinent les invitations. Oui, mais il faut être courageux, il faut aller au bout et expliquer aux gens. Maintenant, j'entends ce que dit mon collègue en disant il y a des gens qui vont travailler 44 ans et pas 43. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Je vous rappelle, dans le système de retraite, tout le monde n'est pas au même niveau d'annuité. Et en 2003, avant toutes les réformes de retraite, la différence entre celui qui partait avec 37 annuités et demi et celui qui payait le plus d'annuités, c'était 9 ans. Dans cette réforme, la différence sera réduite entre 1 an et 1 an et demi. Il y a un progrès quand même je vous posais une question. Est-ce que la maison se fissure? Mais non, la maison se fissure pas. Il va y avoir un débat parlementaire. Mais non, c'est faux. Oui. Chacun essaie aujourd'hui de tirer cette réforme par le haut. Et c'est ça qui est important. Je voudrais dire un mot parce que Christophe Marion, qui est cohérent, il dit « Moi, j'ai tracté pour Macron 65 ans ». Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au 2e tour, mais pas pour les 65 ans. Et je trouve qu'il y a un sujet quand même dans ce pays, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas avancer en disant ça a été acté par le vote des présidentielles, parce que ce n'est pas vrai. Parce que tout un tas d'électeurs du 2e tour d'Emmanuel Macron n'ont pas voté pour le programme d'Emmanuel Macron, mais contre l'arrivée de Mme Le Pen à l'Élysée. Donc à un moment, il faut aussi entendre ça de la part du gouvernement et du président. Je pense que c'est pas très juste, et puis c'est même très dangereux pour l'avenir de faire cela, que de ne pas voir cette... ce n'est pas ce que je dis. Je dis que je sais pour qui j'ai voté et je sais quelle position moi je tiens. Au moins, si vous savez pour qui vous avez voté, ça nous rassure. J'ai envie qu'on évoque une des conséquences justement de ces manifs. C'était la fermeture de certaines mairies mardi dernier. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez, Nicolas Sansu, j'imagine, vous? Complètement. Alors dans la région, on a eu par exemple, je sais plus, il y avait Vierzon, il y avait Issoudun, il y avait Bourges également. Les mairies de gauche. Les mairies de gauche. Non, mais c'est normal. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est un sujet de société sur lequel... Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le maire, pour des raisons idéologiques, prend un peu en otage l'outil démocratique qu'est la mairie? Vous savez déjà, rien que les maires vont être... amenés à mettre la main au portefeuille puisque la CNRACL va augmenter de 1 point en 2024, c'est-à-dire la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui va augmenter de 1 point en 2024. Rien que ça, sans forcément qu'il y ait de discussion avec l'État, puisque c'est fait par décret. Donc voilà, rien que ça mérite ça. Et ensuite, sincèrement, les élus sont aussi les porte-voix de leurs concitoyens. Oui, mais alors en même temps, on a privé des usagers d'avoir la continuité du service public, ce qui est inscrit dans la loi, et puis c'est quand même revenu un peu à payer des fonctionnaires pour qu'ils aillent faire... Vous savez, quand on voit ce qui se passe dans les collectivités locales aujourd'hui avec les difficultés de dépenses de fonctionnement, de recettes de fonctionnement, et que certains ferment des piscines, des musées ou des bibliothèques, et là, on dit pas, c'est à cause de l'État qui ne donne pas de moyens. Je vous propose que l'on ait l'avis d'un spécialiste, c'est celui de Pierre Alorand, qui est doyen de la faculté de droit d'Orléans. Il va nous expliquer, nous dire si c'est légal ou illégal pour un maire de fermer sa mairie sur ses convictions politiques. Les mairies ont une obligation de continuité du service public qui est quand même beaucoup moins exigeante et forte que, par exemple, un service de pompiers ou la police, par exemple, où là, il y a vraiment absolue nécessité d'une continuité. Donc c'est assez habituel et par rapport aux manifestations de solidarité qu'on a vues dans notre région, il est très peu probable qu'il y ait des actions en justice contre les maires et leurs adjoints et les conseils municipaux. Oui.
Donc on comprend que c'est très ténu, quoi. Oui, vous savez, au moment quand il y a des actions, notamment pour soutenir le peuple ukrainien, on peut fermer la mairie. Quand il y a une entreprise qui ferme dans un territoire, très souvent les commerçants font porte close et la mairie ferme aussi. Christophe Marion, il nous reste moins de 3 minutes. Alors, oui, mais j'entends bien. Il y a des collectivités qui, aujourd'hui, ont dit à leurs agents, vous pouvez aller manifester, on va continuer à vous payer. Malgré il y a des chefs d'entreprise qui l'ont fait, notamment dans les CAPEB. Oui, mais chef d'entreprise, c'est une chose. Là, je parle d'une collectivité. Elle a un devoir de neutralité. Ça, c'est une subvention déguisée à des fins politiques et c'est interdit. Donc, je rappelle encore une fois que dans la région, on a notamment eu Issoudun, Vierzon. Il y a des communes qui, aujourd'hui, ont dit vous pouvez partir à partir de 14h, on ne vous fera pas de retenue sur salaire. Ça va à l'encontre de ce qu'on appelle le principe du service fait dans une collectivité territoriale. Et des recours pourraient être mis en place. Et moi, écoutez, j'appelle des citoyens mécontents, voire des élus d'opposition qui aujourd'hui sont mécontents par cette situation. Vous devriez le faire vous-même, monsieur Marion. Vous devriez le faire vous-même. Moi, je n'ai pas de commune, a priori, qui, dans ma circonscription, ont joué ce jeu-là. Oui, mais vous devriez le faire, puisque vous êtes député de la Nation, vous pouvez attaquer partout. Non, je n'attaquerai pas partout. Je laisse les habitants et les citoyens, voire les élus d'opposition, qui sont des élus tout à fait respectables, contester éventuellement cette attaque à la neutralité politique. Quand vous avez 9 actifs sur 10, 9 organisations syndicales, 72% de nos concitoyens qui ne veulent pas de ces réformes, je pense qu'à un moment, ce serait mieux que le gouvernement entende ça plutôt que d'essayer... Le fait qu'il y ait du monde dans la rue, ça ne doit pas permettre d'attaquer... Ne cherchez pas une petite bête à un moment où la question, c'est sur la réforme des retraites. Et aujourd'hui, elle est extrêmement mal vue. Et tout le monde a bien compris que les gens allaient souffrir de cette réforme, perdre leurs 2 meilleures années de retraite et ne pas permettre d'ailleurs pour tout un tas de jeunes de rentrer dans la vie active. C'est vraiment une ineptie que cette réforme des retraites. Le fait de dire qu'on va faire travailler plus vieux, qu'on va faire travailler des seniors, ça ne retirera rien à l'emploi des jeunes. Vous le savez très Toutes bien. les études le montrent. Et moi, je suis attaché à l'état de droit. On peut manifester, on peut faire. Il n'y a aucun souci. Par contre, il faut respecter un certain nombre de principes juridiques. Mais il faut aussi respecter la voix du peuple. C'est pas mal. Mais je suis d'accord avec vous. Et aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas respectée quand on voit l'ampleur des manifestations. 9 organisations syndicales de salariés, c'est-à-dire toutes, contre cette réforme. Je crois qu'à un moment, le bon sens ferait que retirer cette réforme et faites un grand débat national. On sera présent pour travailler avec vous. Le débat aura lieu à l'Assemblée. Merci messieurs. J'ai l'impression qu'à partir de demain, vous allez pouvoir continuer évidemment ces débats, encore une fois très houleux. Vous allez pouvoir vous exprimer et que vous avez en tout cas du pain sur la planche. Merci Nicolas Sansu. Merci Christophe Marion. C'est la fin de ce dimanche en politique. L'info continue évidemment sur la 3, sur les réseaux sociaux et sur notre site internet 24h sur 24. Bon dimanche